bien entendu, il n'est pas question de penser que les acteurs de cette transformation numérique ne sont pas des gens sérieux, et surtout pas qui ne sont pas dignes de confiance. L'idée, c'est de regarder un peu différemment les choses et de s'interroger sur la réalité d'un phénomène qui est quand même souvent décrit comme étant révolutionnaire et quasiment sans équivalent depuis l'apparition de l'homme sur la planète, ce qui est quand même, avoué, un petit peu exagéré, très probablement. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder de plus près. Quand je dis en y regardant bien, c'est regarder de plus près. Ce qui est paradoxal, c'est en fait, quand je dis ça, c'est pas de plus près, c'est plutôt de prendre un petit peu de distance et de sortir de cette culture de l'instantané dans laquelle nous sommes depuis pas mal de temps maintenant, pour observer de plus loin et dans un contexte un peu plus élargi ce qu'est cette étape de notre civilisation. Donc on va aller se promener un peu dans le passé, bien entendu, et puis on va aussi essayer de regarder, d'apprécier un petit peu ce qui pourrait influer sur l'avenir de cette transformation digitale et comment cette transformation digitale pourrait influer sur notre avenir. Voilà. Alors, on va déjà faire un petit peu de sémantique, parce que on parle de transformation. Le terme transformer, il a quand même un sens ou des sens assez forts. Je vous ai donné quelques exemples. Là, c'est la transformation de la chrysalide en papillon. C'est un événement de transformation qui est assez marqué. On a chez l'humain, on a dans la littérature, on a la transformation de Dr. Jekyll en Mr. Hyde. On a aussi la transformation de la citrouille pour le carrosse de Cendrillon. Et puis pour les jouets des enfants, on a les transformeurs qui sont à la fois robots et voitures. Comme vous voyez, c'est quand même assez violent. La transformation, c'est quand même un phénomène euh, assez lourd de conséquences et qui a beaucoup d'effets sur l'objet de cette transformation. Alors, je vous ai dit qu'on allait remonter un peu dans le passé. Là, bon, je pense que j'exagère un petit peu, mais je voulais vous montrer ce qu'était vraiment une transformation chez l'humain. Qu'est-ce qui a fait une transformation chez l'humain? On voit bien que la transformation, elle est réelle, hein, entre les premiers hominidés et l'homme d'aujourd'hui, mais vous voyez qu'elle prend énormément de temps. C'est plusieurs millions d'années. Sur les phases récentes, c'est quelques milliers d'années, hein, Homo sapiens, c'est 200-300 000 années. Et puis, plus récemment, là, pour mettre un costume et traverser les passages cloutés avec un iPhone, c'est quelques centaines d'années. Voilà. Hein, on est arrivé là par rapport à l'étape précédente. C'est relativement rapide. Alors, effectivement, c'est un final important. Mais est-ce qu'on peut appeler ça une transformation, le fait d'avoir mis un costume? Je ne suis pas certain. On peut se poser la question et on aura, je pense, les réponses dans la suite de la présentation. Donc, en regard de ça, il faut quand même se rappeler que ces hommes-là, avant qu'ils soient en costume, là, hein, dans le petit intermédiaire, là, ils ont été capables de faire des choses extraordinaires sans technologie du tout. Alors, je vous ai pris un exemple, c'est les navigateurs polynésiens. Les navigateurs polynésiens, ils ont voyagé sans carte, sans boussole, sans document écrit, sur des milliers de kilomètres, sur quasiment des barques. Simplement, ils avaient mémorisé, il se passait, il y avait une transmission intergénérationnelle, probablement par le chant, de la carte des étoiles, de la représentation des étoiles et de la mémorisation des saisons et du sens des vents et de la houle. Il n'y avait pas d'iPhone, hein, c'était pas de GPS, il n'y avait rien du tout. Et ils ont voyagé sur des milliers de kilomètres. Tout ça pour relativiser un petit peu ce qu'on sait faire aujourd'hui, et on en reparlera tout à la fin quand on parlera d'intelligence artificielle. En tout cas, voilà, pour les humains, les transformations, comme vous voyez, sur la fin, on ne peut pas dire que ça touche les humains. C'est un phénomène qui est... attendez, que je vous passe... Voilà. Et en fait, certes, il n'y a pas eu de transformation d'humain, mais ce qui fait qu'il a mis un costume, là,
c'est quelque chose qui est arrivé c'est la révolution industrielle, en fait. Et la révolution industrielle, c'est ce qui amène effectivement la possibilité pour les humains d'améliorer leur performance. Alors là, c'est vrai que quand on en est là, on ne se balade pas encore en costume, mais on a déjà pu, on a abandonné la grotte, on maîtrise la roue, on maîtrise le feu, on maîtrise l'écriture, l'imprimerie, enfin, on sait déjà faire pas mal de choses. Mais on n'a pas de relais en matière de puissance. C'est-à-dire que, ma foi, la seule chose qu'on a pu faire, c'est on utilisait une énergie qui était une énergie du vivant, c'est-à-dire qu'on avait des assistants qui étaient des bœufs, des chevaux, etc. Mais on était limité par ça. On avait, autrement dit, une capacité d'énergie, une capacité mécanique qui était très très faible. Elle existait, mais c'était très très faible. Et puis surtout, ce qu'on sait déjà maintenant à cette époque-là, avant de commencer ça, on maîtrisait bien tout ce qui était astronomie, etc. On savait bien que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui en doutent encore, mais c'est quand même bien établi. Voilà. On va demander à Donald, peut-être qu'il y a encore des doutes. Donc une fois qu'on avait ça, la roue, etc., l'aventure peut commencer. Et l'aventure, elle commence parce qu'on invente la machine à vapeur. C'est-à-dire que là, pour la première fois, on transforme une matière sans intérêt particulier, le charbon, et à partir de là, on obtient une force motrice qui est capable de faire beaucoup de choses, d'alimenter, de faire bouger des machines dans l'industrie textile, de pomper de l'eau dans des mines, etc. Donc on est vraiment là, c'est là où ça y est, on a ce moyen-là d'améliorer l'outil humain. Et puis ça se poursuit par quelque chose qui a été révolutionnaire dans le sens où ça a domestiqué l'énergie, c'est l'utilisation de l'électricité. Là, avec l'électricité, on est au cœur de l'habitation des gens, on est au cœur des villes, etc. La machine à charbon, on n'y était pas. La machine à charbon, la machine à vapeur, c'était concentré dans des usines. Et puis enfin, une fois ces éléments-là maîtrisés, on a commencé effectivement non plus là cette fois à outiller l'humain, mais à le remplacer. Ça aussi, c'est un changement important. On va là aussi le voir dans ce qui est à l'œuvre en matière de transformation numérique, c'est le remplacement de l'humain. Donc c'est une étape qui a déjà commencé. Hein, c'était avant cette phase de transformation numérique. Hein, on a vécu les robots, l'industrie automobile en particulier, ce qui est illustré là. Donc on avait des choses qui poussaient déjà dans le sens du remplacement de l'humain. Pardon. Alors, cette phase-là, elle a été possible pour autre chose. Alors c'est important parce que, en fait, c'est ça le premier accélérateur de changement, c'est la découverte de l'énergie fossile. Alors, en fait, ça va avec la phase industrielle dans le sens où c'est l'utilisation de cette énergie fossile dans un modèle industriel qu'on connaît aujourd'hui. Alors ça, c'est récent, hein, c'est très récent, et c'est effectivement ce qui a fait les 200 dernières années, c'est ça qui a fait le petit costume du monsieur qui traversait, et qui a fait aussi son iPhone. On va voir, on est encore dans cet univers de l'énergie fossile, y compris pour cette transformation. Alors c'est sûr que c'est mieux c'était une grande nouveauté. On utilisait le pétrole depuis longtemps, mais on n'en utilisait pas autant. Hein. Là, je vous rappelle, 2018, quasiment 100 millions de barils par jour. Alors que le pétrole, jusqu'à il y a 300 ans, on s'en servait pour les lotions pour les cheveux, et puis pour un petit peu avant, pour embaumer les momies égyptiennes. Voilà. Donc c'était quand même pas les quantités dont on parle aujourd'hui. Hein. Alors, on a dit qu'on avait une transformation, et on a donné effectivement des définitions, et je vous ai donné quelques exemples de transformation. Tout ce qui s'est passé pendant cette phase de la révolution industrielle
on n'a pas transformé les humains. Je vous l'ai déjà dit, mais Homo sapiens, il n'a pas bougé. Hein. En 300 000 ans, il s'est adapté. Les changements physiologiques sont très très faibles. En fonction des endroits où on vit, on a effectivement des systèmes pileux plus ou moins développés. On a éventuellement des adaptations du système sanguin. Les gens qui vivent, les Inuits, ils ont un système sanguin particulier au niveau du visage. Etc. Mais ça reste vraiment à la marge. Hein. Les humains sont les mêmes sur toute la planète, et ils sont les mêmes depuis 300 000 ans. Donc il n'y a pas de transformation, ni la phase industrielle, ni les énergies fossiles, etc., ne transforment les humains. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, l'humain va devoir se transformer parce qu'il ne va pas pouvoir respirer les cochonneries qu'il y a dans l'air. Mais sauf qu'il ne se transformera pas, d'un point de vue génétique, il n'y a pas de solution. Hein. Donc il y avait effectivement ce mot de transformation, il ne touche pas les gens. Voilà. La transformation de la révolution industrielle, c'est un phénomène sociétal. Ça touche la société dans ce qu'elle sait faire, dans son organisation. C'est là qu'on a vu apparaître effectivement des catégories sociales différentes, on a vu apparaître les ouvriers, etc. Mais c'est vraiment la société. Et j'ai repris une phrase de Darwin qui illustre bien en fait ce qui se passe, ce qui s'est passé sur les 200 dernières années et ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas de transformation, il y a simplement une adaptation au changement. Les espèces doivent s'adapter au changement. Et quand on dit les espèces, c'est vrai aussi pour les entreprises, c'est vrai aussi pour des organisations. Dans ce qui est important, c'est que cette transformation, qui n'en est pas une, elle est intervenue au niveau de la société, donc, et au niveau de la société, elle a changé de comportement. Et ce qui s'est passé pour les humains, ce qui n'est pas une transformation, mais qui est malheureusement un changement important qu'ils ont dû gérer et qu'ils vont devoir gérer dans le futur, c'est la dépendance de plus en plus forte. C'est-à-dire que l'humain est de plus en plus dépendant, et au fur et à mesure des évolutions technologiques. On le voit aujourd'hui, un humain ne sait plus quasiment, hein, j'exagère un peu, je caricature, mais à peine, hein, et il ne sait plus se faire manger. Et quand il sait se faire manger, il ne sait plus cultiver, il ne sait plus produire sa nourriture. Je parle des sociétés les plus abouties technologiquement aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a une dépendance, et cette dépendance, elle va aussi se retrouver dans ce qui se passe avec la transformation numérique, avec l'évolution des technologies des systèmes d'information. On va le retrouver, on le verra plus tard, mais c'est un élément de dépendance qui va s'accélérer. Alors, je vous ai dit qu'il n'y a pas grand-chose qui se transforme. Et du coup, l'entreprise, si elle ne se transforme pas, comment je fais pour l'adapter? Parce que c'est quand même un élément important de notre discussion. Hein, c'est comment je vais faire en sorte de faire que mon entreprise survive et passe ces étapes, cette transformation sociétale, tout ce qui se met en œuvre, comment elle va pouvoir passer ce cap. Alors, c'est la grande question que nous avons, nous, à nous poser, puisque c'est notre responsabilité, c'est notre métier, de faire en sorte qu'on produise les bons outils, les bonnes solutions pour passer ce cap de transformation de société. Alors, je vous rassure ou je vous inquiète, j'en sais rien, c'est pour ceux qui venaient chercher la réponse ce soir, ils peuvent fermer la session. La réponse, je ne l'ai pas. Et puis je crois que personne ne va pas vraiment qu'il a, sachant qu'il n'y a pas une réponse, mais il y a des réponses. Et il y en a des quantités, parce qu'en fait, les adaptations, elles dépendent un peu de ce qu'on fait. Enfin, il y a des gens qui vont pouvoir s'adapter facilement, il y en a, ça sera un peu plus compliqué. Et on va voir que les adaptations dans le passé, ça ne s'est pas fait non plus tout seul. Je vais vous donner quelques exemples qui illustrent bien ce qui peut se passer aujourd'hui, des cas qui peuvent se passer aujourd'hui. L'usage des machines à vapeur, là je vous montre une mine, c'était en Cornouailles, les mines de cuivre en Cornouailles, qui ont été ouvertes au tout début du XVIIIe siècle.
Et la technologie disponible à l'époque pour pomper l'eau, c'était les machines à vapeur, c'était le charbon et les machines à vapeur. Et donc toutes les mines, là, qu'il y avait à cette époque en Cornouailles, elles avaient des machines à vapeur. Pour chaque mine, il y avait une machine à vapeur. Quand une compagnie d'électricité a amené le câble devant le puits de la mine, il n'y a plus besoin de ces machines à vapeur. Mais on a continué les mines. On les a fermées plus tard, mais pour d'autres raisons. Mais l'adaptation, elle s'est faite, j'allais dire, simplement. Dans certains cas, l'apport d'une nouvelle technologie est très simple. On va voir plus tard, pour la transformation numérique, on a fait le plus simple. On a fait ce qui touche, en fait, les clients. Deuxième exemple, c'est là on est dans des choses qui sont un peu plus lourdes, c'est les charrons, avec l'apparition de la voiture, ils ont disparu, mais ils sont devenus mécaniciens. Donc ils ont vraiment, eux, leur adaptation, ça a été quand même un changement de métier, ça a été une appropriation différente. Et puis il y en a d'autres, ils ont carrément disparu. Les allumeurs de réverbères, avec l'apparition de l'électricité, c'est fini, ils ont disparu. Alors, suivant la société, l'entreprise dans laquelle on est aujourd'hui, voilà les cas de figure. Hein. Alors c'est violent hein, quand je dis ça, mais c'est vrai que les adaptations, elles sont par là. Hein. C'est dans ces typologies d'adaptation qu'on va se trouver, que toutes les entreprises, grosso modo, vont se trouver. Je vais vous donner des exemples qui sont des exemples, d'autres exemples plus récents cette fois-ci, d'entreprises qui ont fait des transformations décidées et non pas subies. Alors c'est intéressant parce que ça, j'allais dire, ça illustre bien ce qui est faisable et puis ça donne aussi un avenir un peu plus rose, c'est de se dire une entreprise peut décider de son avenir. Elle n'est pas obligée de subir, elle peut regarder son environnement, etc. Alors j'en ai retenu deux, mais qui sont en plus des exemples proches des phénomènes de transformation numérique, puisque ça touche vraiment les problématiques de transformation dues à la technologie des systèmes d'information. L'exemple, c'est le numéro 1, le plus gros, etc., c'est IBM. IBM, pour ceux qui connaissent IBM depuis longtemps, alors je ne vous ramène pas à la machine à écrire, hein, mais l'IBM récent, l'IBM des 30 dernières années, on est passé quand même d'une entreprise qui fabriquait des gros ordinateurs à des gens qui ne fabriquent plus rien en termes de hardware, donc quasiment, et qui par contre sont devenus, ou aimeraient devenir des spécialistes d'une intelligence artificielle générale. Donc ça c'est une décision. Alors ça s'est pas fait en une seule fois, hein, c'est des transformations qui prennent du temps. Mais là, on voit bien que ce n'est pas la même entreprise. Quoi. Hein, on a vraiment fait un choix très différent. Le deuxième exemple, Pharmagest, c'est pas connu. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens connaissent sur Data. En fait, Pharmagest, c'est des gens qui faisaient la livraison de médicaments pour les pharmacies. En fait, ils géraient des entrepôts de médicaments, ils assuraient la logistique de distribution chez les pharmaciens. Et puis, ils ont commencé à travailler des outils pour aider les pharmaciens dans cette activité logistique. Et puis à un moment donné, ils ont dit mais l'activité logistique, du coup, c'est plus notre métier. Parce que ce qu'on fait là, on fait des outils de gestion pour les pharmacies. Et puis de là, ils sont passés à d'autres types d'activités, pareil, dans la gestion, dans le domaine de la santé, et aujourd'hui, ils gèrent des maisons de retraite. Donc, oui, on est sur là des transformations, ça c'est des exemples de transformations très lourdes, qui sont des choix stratégiques. Donc, pour vous montrer, même s'il y a un effet de la technologie, c'est pas subi par la technologie. Alors c'est rassurant parce que ça montre qu'une entreprise aujourd'hui, elle n'est pas dans quelque chose qui va lui arriver, qu'elle ne maîtrise pas, qui va lui tomber sur la tête. Et la plupart des entreprises ont des choix à faire qui vont être effectivement des choix plus ou moins successful. Hein. Il y a peut-être des gens qui se trompent, hein, mais qui en tout cas sont des choix qui permettent d'avancer. Alors, on a parlé tout à l'heure de ce qui était donc ce que j'appelle les accélérateurs de changement, hein, donc l'énergie bon marché par l'énergie fossile, l'organisation industrielle, la machine à vapeur, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est clair qu'on a un troisième accélérateur qui est, en gros, les traitements d'information, les technologies de traitement d'information, couplé à Internet. C'est vrai que c'est quelque chose, en fait, qui est
qui est dual. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer aujourd'hui ces deux éléments. C'est-à-dire que les technologies de l'information, avant l'arrivée d'Internet, on va dire, ne montraient pas la capacité à faire bouger la société comme l'a fait Internet. Voilà. Donc c'est vraiment ça le troisième accélérateur. Et ce troisième accélérateur, il a été vécu, il a été pris en charge, évidemment, par les gens dont c'était le métier historique. Et en particulier, là, on a quelque chose qui s'est passé dans les années 90. C'est un visionnaire chez IBM, c'est Lou Gerstner, qui a compris la problématique de l'Internet et de la notion de village planétaire. Et il invente, à cette époque-là, il invente le terme de business qui, en fait, amène ce qui nous a occupé cette dernière décennie, d'accord. C'est vraiment la mise en œuvre d'Internet dans les relations commerciales et dans toute l'activité commerciale, d'accord. Et il amène aussi avec lui, il invente, je veux dire, il invente le cloud, alors pas tout à fait, mais en tout cas, il pousse à quelque chose qui s'appelle le on-demand à l'époque, et qui en fait, c'est les prémices du cloud. C'est-à-dire, les ressources informatiques, elles vont être à la demande. Voilà. Donc ça, c'est la prise en compte par IBM de ce qui devient le véritable accélérateur de nos sociétés, et qui n'est pas tellement Internet en fait, hein, parce qu'on se trompe un petit peu. C'est vrai que c'est assez difficile de définir entre la et l'offre, mais c'est la mondialisation qui a amené les capacités de transformation numérique d'aujourd'hui. Sans la mondialisation, Internet n'aurait pas servi à grand-chose. Je suis un peu brutal, mais j'allais dire, Internet serait resté un outil très probablement de communication performant, etc., mais n'aurait pas permis, on n'aurait pas eu, aujourd'hui, vous savez, le prix de toute cette électronique, de tous ces éléments qui portent la transformation numérique, tout ce qui est en dur, hein, pas virtuel, tout ça, ça n'est permis que par la globalisation et par les marchés, par le fait qu'on a ouvert la production en Chine, en Inde, etc. Il ne faut pas se voiler la face. Internet tout seul ne faisait pas ça. Voilà. Donc c'est vraiment la rencontre de tous ces éléments qui fait que ça devient possible. Ce qui est important sur ce que je vous montre par rapport à Lou Gerstner, c'est qu'on est dans un schéma là où on a les professionnels de l'informatique inventent la globalité, ou imaginent la globalité dans la continuité. C'est-à-dire on a bien compris le village planétaire, on a bien compris les ressources informatiques avec Internet, on a bien compris le partage d'informations, on a bien compris tout ce que ça peut apporter, et on le met en œuvre chez IBM. Lou Gerstner met en œuvre la transformation d'IBM basée là-dessus, avec le CRM, etc. On est sur des choses qui avancent. Et on a le petit schéma qui est à côté sur votre écran, vous montre qu'en fait, à cette époque-là, on est sur une logique où effectivement, on va mettre en œuvre des ERP, on va coupler ça avec des CRM, etc. Donc on est sur vraiment la continuité, j'allais dire parfaite, de l'informatique qu'on pourrait qualifier d'informatique professionnelle, puisque là, ça touchait, tous ces concepts-là étaient à destination des entreprises. D'ailleurs, la diffusion du concept par IBM, par les consultants d'IBM, s'est faite pour les grosses entreprises, essentiellement. On va voir que ça s'est passé un peu autrement. Ça s'est passé un peu autrement, dans le sens où il y a une rupture qui n'avait pas été imaginée, à la fois par IBM, mais par l'ensemble des professionnels de cette époque. C'est que ce sont les outils grand public qui vont transformer la société. Et la vraie révolution, elle vient des outils grand public, et en particulier, elle vient de l'iPhone, elle vient des smartphones. C'est quand même ça qui fait que du jour au lendemain, toute cette informatique qui était concentrée dans les entreprises, elle se retrouve dans la main de milliards d'utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment l'élément fondateur. Après, on a aussi
des gens qui sont des vrais visionnaires. Les gens de Salesforce, par exemple, qui démarrent une activité dans le cloud avec l'architecture, quasiment l'architecture d'aujourd'hui, et surtout qui inventent le mode SaaS, quoi, qui disent vous n'achetez plus rien, c'est que vous achetez un service chez moi, etc. Ça, on voit bien, c'est ça qui a démarré. Et avec des étapes technologiques qui sont convergentes, mais qui sont absolument, j'allais dire, nécessaires à la recette, c'est Internet, le cloud avec les architectures x86, on voit bien de tout ça, il ne reste rien, il n'y a pas un cloud avec des mainframes IBM ou avec des AS400. Hein, on est sur l'architecture x86. Et puis le mobile, j'en ai déjà parlé, qui vient effectivement consacrer l'accès à Internet et tous ces serveurs d'une manière totalement décentralisée et exponentielle. C'est là la vraie rupture par rapport à la transformation numérique, elle est là. C'est, j'allais dire, la transformation numérique par nature, elle est dans la filiation, elle est dans la poursuite d'une logique de traitement d'information qui datait de plusieurs décennies. Mais là, il y a une rupture dans la mise en œuvre. C'est-à-dire que la mise en œuvre se fait vers le grand public et non plus vers les entreprises. Enfin, et non plus. Au moins, elle se fait essentiellement et en priorité au travers du grand public. Et naturellement, à partir de là, on fait une transformation qui est à destination de ce public. Et c'est là où, dire, ce qui se passe est intéressant, c'est que ça permet de mieux comprendre aussi ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer, c'est que cette première étape de la transformation, elle se fait sur la partie marketing. Elle se fait dans la relation client. Voilà. Si je devais résumer, c'est 80%, ça se passe là. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui se fait ailleurs, hein, mais essentiellement, c'est ça. Pour des raisons évidentes. Hein, c'est les terminaux, les téléphones, ils sont chez les clients. Ils sont chez des gens à qui on veut faire acheter nos produits. D'accord ? Et les moyens de communication en masse, le volume, etc., ils se trouvent avec eux. Ça n'empêche pas de développer des sites web, etc., B2B. Hein, il y a toute une activité B2B qui est derrière. Mais les volumes d'investissement sont essentiellement là-dessus. Alors, c'est pas anodin dans le sens où, malgré tout, le marketing, ce n'est qu'une partie de l'entreprise. Même si c'est celle qui, aujourd'hui, est la plus animée, il n'empêche que ce n'est qu'une partie de l'entreprise. Et donc, la transformation numérique, on peut se poser la question, où en est-on ailleurs? Dans les autres process de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Alors, très sincèrement, je ne veux pas dire qu'il ne se passe pas grand-chose, hein, c'est loin d'être le cas, mais c'est vraiment pas du même niveau. Alors, en fait, ça dépend, c'est très variable. Il y a des variations géographiques, hein, c'est vrai qu'il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres, pour des raisons qu'on va voir, hein. Et puis, il y a aussi des catégories d'entreprises qui en profitent mieux. Alors, et souvent, ça se rejoint. Hein. Alors, il est clair que les catégories d'entreprises s'en sortent le mieux, c'est les gens qui sont plutôt en dehors des systèmes industriels. Parce que c'est plus facile je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'industrie de la vidéo. On a vu, dématérialiser la vidéo, c'était faisable. Parce qu'on peut transporter effectivement un film sur des réseaux. Dématérialiser l'industrie automobile, c'est un peu compliqué. D'accord ? Pour le moment, il faudrait effectivement, on pourrait imaginer que ce soit possible dans un futur lointain, avec des imprimantes 3D qui sont dans le garage du voisin, et puis on va se fabriquer sa voiture. On n'en est pas là, et on n'en est pas là, à mon avis, pour un bon paquet de produits. Donc de toute façon, on voit bien que là, on a une facilité de transformer son business model qui est plus ou moins importante. Alors après, ça n'empêche pas qu'on peut toucher, on peut utiliser les outils de la transformation numérique pour des tâches qui elles, sont facilement dématérialisables. Alors ça, c'est fait. Dans beaucoup d'entreprises, en particulier dans les grosses, ça s'est fait. Et ça s'est fait, du coup, plus dans les pays d'Europe du Nord, au Royaume-Uni, en Europe en particulier, parce que, effectivement, c'est là où on trouve le plus d'entreprises commerciales, de services, d'assurance, bancaires, etc. Par contre, dans les PME, c'est pas terrible. Et en particulier dans les PME, c'est pas terrible. On a à peine 2 tiers, là c'est une statistique qui date de quelques années, mais ça a à peine évolué.
c'est 2 tiers des entreprises, des PME, qui ont un site web. Donc on voit bien que c'est le b.a.-ba. Hein, quand on n'a pas de site web, vraiment le reste, bon, il n'y a rien. Et alors je ne vous parle pas des systèmes de gestion de contenu, etc. Tout ça est quand même assez encore inégal, et ça rend les choses un peu compliquées. Et puis l'autre chose qui fait que vraiment c'est gênant, c'est le fait qu'on a des silos, à la fois des silos fonctionnels dans les entreprises, hein, ça reste vrai, on n'a pas tout changé dans les organisations, et puis on a des silos technologiques. On voit bien qu'on a des univers qui vivent avec des choses très différentes. On a un monde, le monde du commerce, du marketing aujourd'hui, qui vit avec les outils d'aujourd'hui, d'accord. Et puis, par contre, on a encore des activités de back-office, des activités industrielles, qui, elles, sont sur des technologies différentes, qui se connectent mal, etc. Donc, on va voir tout ça, ça va se régler comment, mais aujourd'hui, ça explique un peu la situation. En dehors de l'Europe, on a une chose qui est, j'allais dire, on a le même résultat que pour les infrastructures. C'est-à-dire que dans les pays qu'on appelait pays émergents, qui sont émergés aujourd'hui, et bon, sans mauvaise blague, sont peut-être submergés demain, mais en tout cas, dans ces pays-là, on voit bien, si vous avez eu la chance d'aller dans les pays asiatiques, en Chine en particulier, les aéroports, ils ont les plus beaux aéroports du monde, parce qu'ils sont tout neufs. D'accord. Donc ils ont bénéficié de tout du meilleur dans la fabrication de leurs aéroports. C'est un peu pareil pour leur système de communication, etc. C'est-à-dire que dès le début, ils se sont mis ce qu'il y avait de mieux. Voilà. Et ils vont être les premiers à passer à la 5G, etc. Donc on voit bien que là, pour ce qui est de l'Europe en particulier, j'allais dire, l'existant est un poids qui est quand même assez compliqué. Je ne vous fais pas de dessin sur ce qui se passe dans les banques, avec les milliers et les milliers de lignes de code en COBOL qui existent. Tout ça constitue évidemment un frein à une évolution plus large et une intégration plus profonde des systèmes de technologie modernes au travers de ces organisations. Alors, on parle des organisations, et c'est un petit peu pas le mauvais côté des choses, mais c'est un peu l'explication quand même. C'est que une organisation a une inertie assez forte. Hein, et cette inertie décale l'usage des technologies. C'est difficile de mettre en œuvre des technologies au fur et à mesure qu'elles arrivent, parce que l'inertie des organisations fait que le temps qu'on arrive au bout, on a déjà trois systèmes de retard. C'est pas vrai pour les particuliers. Les particuliers, il n'y a pas d'organisation. Enfin, je ne dis pas que les particuliers ne sont pas organisés, mais on n'est pas dans un schéma où il y a une structure à bouger, des habitudes, des processus, etc. Donc un particulier, du jour au lendemain, il jette son appareil photo argentique, par exemple, et puis il dit, voilà, je fais du numérique maintenant. Et ça ne lui pose pas de problème particulier. Et puis s'il veut rester encore un petit peu dans le monde argentique, il le fait un petit peu. C'est-à-dire qu'il imprime ses photos, etc. Donc on voit bien, et puis il le dessine et il le fait, c'est fini. Dans les entreprises, ça, c'est pas possible, évidemment. Donc on est avec un frein d'organisation. Ça, c'est vrai, ça reste vrai, et malheureusement, on le voit au travers de l'expérience qu'on a aujourd'hui dans les startups. C'est-à-dire que les startups sont plus proches, effectivement, de l'activité du particulier que des grosses entreprises. Et donc, les modifications peuvent se faire beaucoup plus rapidement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans les grosses, hein, mais ça veut dire qu'il faut de la visibilité sur les projets, il faut que les choses soient plus les étaler dans le temps. Hein. Il faut qu'on ait des technologies qui soient quand même à peu près stables et qu'on puisse les utiliser et faire de l'investissement dessus. Et ça, bon, malheureusement, enfin, vous l'avez tous vécu, c'est pas toujours le cas. Alors, du coup, pourquoi ça marche pas, en fait, tout ça? Alors, quand je dis ça marche pas, entendons-nous bien, hein, je viens de vous dire, je vais vous expliquer que ça marche très très bien pour les couches marketing, tout ça, commerciales, voilà, dans les magasins, enfin voilà. Par contre, effectivement, ça marche moins bien sur le reste. Alors, ça marche moins bien sur le reste, il y a déjà une chose, c'est que, je vous l'ai dit un peu auparavant, il y a un décalage fort avec les autres typologies d'investissement. Si on se penche sur les dépenses informatiques des entreprises sur les 10, 20, 30 dernières années,
Sincèrement, l'amélioration de productivité qui en a découlé est extrêmement faible. C'est un décalage énorme. Enfin, il n'y a pas de rentabilité de ces investissements. Et alors c'est surtout vrai dans le monde industriel. Dans le monde industriel, les investissements industriels sont, j'allais dire par nature, ils sont par construction, ils sont rentables. Sinon on ne fait pas, on n'investit pas. Donc là, on a quand même quelque chose qui est un peu biaisé, dans le sens où c'est un univers où on est un peu méfiant. Voilà. Et puis, d'autant plus qu'on vit autre chose, là, on le vit tous, hein, c'est les faibles évolutions fonctionnelles versus l'obligation de version. On a une futilité perçue dans les entreprises qui est phénoménale. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, tiens, c'est vrai qu'acheter l'iPhone 11 aujourd'hui par rapport à l'iPhone X, c'est un truc. On ne voit pas bien l'évolution fonctionnelle, elle n'est pas là. Hein. Et surtout, quand je dis elle n'est pas là en termes de rentabilité économique. Hein. Donc ça, c'est un élément fort de prudence et voire de non-adhésion. Hein. Il y a un autre problème aussi, et qui est malheureusement, maintenant, on l'observe. Moi, je dis les promesses non tenues depuis 40 ans. Alors, bon, c'est vrai que ça remonte à loin, mais je pourrais vous dire les promesses non tenues depuis 10 ans, et puis depuis 5 ans. On a, sur les années, même les années proches, la transformation numérique, on nous l'a vendu à toutes les sauces, avec de tout. Avec des menaces, hein, j'en parle un petit peu, en gros, les commerciaux disent bon, si vous ne faites pas ça, vous allez mourir, quoi. Si vous ne transformez pas, vous allez vous faire disrupter. Donc, voilà. Et c'est pas vrai. Voilà. Les promesses ne sont pas tenues. Tous ces outils-là n'amènent pas une productivité extraordinaire. Pour ceux qui ont mis en œuvre, par exemple, Office 365, on pourra échanger dessus, mais c'est sûr que ça n'a pas la productivité qui est annoncée par Microsoft, c'est clair. Et puis, bah, y a des éléments beaucoup plus subtils. Il y a un manque de visibilité sur la stratégie des acteurs, quand même. Hein. On ne sait pas trop ce qui se passe dans ce domaine. On voit bien que tout le monde court après une espèce de convergence d'activités, et notamment court autour de l'intelligence artificielle. Mais bon, voilà, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Pourquoi? Enfin, c'est pas très clair. Il y a quand même une résistance des salariés, parce que tout ce dont on parlait auparavant, tout ce qui s'est fait par le marketing, etc., c'est quelque chose qui touchait les gens, qui touchait les clients, mais pas les salariés, ou très peu, c'est à la marge. Là maintenant, on va être dans le dur. Là. Le jour où on va commencer à vouloir mettre de l'intelligence artificielle dans les directions de la comptabilité ou je ne sais quoi, et puis qu'on va dire il n'y a plus personne, oui, ça va quand même changer. Donc là, on est quand même sur ces éléments-là. Et puis surtout, bon, on va aborder un petit peu plus en détail ce sujet, la disruption. Parce que la disruption, c'est un phénomène. Si vous regardez, vous tapez ça sur Google, et vous verrez qu'il y a de la littérature sur le sujet. Or, la disruption réelle, il n'y en a pas beaucoup. Et même les exemples qui sont donnés, moi j'ai du mal à dire que c'est une disruption. Uber, sincèrement, c'est pas une transformation numérique. Uber, je suis désolé, mais ça transporte toujours des gens avec des voitures conduites par les chauffeurs. D'accord ? Uber, c'est le multicanal qui aurait dû être créé par la profession des taxis. Ils auraient dû se créer un outil entre eux, voilà, et ça aurait marché pareil. Voilà, parce que les coûts de fonctionnement d'Uber, basés sur un système de recherche du client pour des taxis, c'est pareil. On n'est pas sur des coûts délirants. Un autre exemple, c'est Booking, c'est pareil. Booking ne remplace pas les hôteliers. Booking, c'est un service à valeur ajoutée qui se trouve possible de le réaliser aujourd'hui au niveau mondial parce que, effectivement, on bénéficie d'Internet, on bénéficie du cloud, etc. Mais pour autant, on n'a pas tué les hôteliers. Au contraire, moi je trouve qu'on leur a offert un service à valeur ajoutée qui est beaucoup plus fort que ce qu'ils avaient auparavant. Et on leur a évité des dépenses, des systèmes de réservation de Et surtout, c'est parce qu'ils ne l'ont pas fait. Voilà, c'est encore une fois, hein, je vous parlais tout à l'heure des entreprises qui se sont transformées volontairement. Elles se sont transformées et elles ont fait des choix en amont. Voilà. Juste un point sur le dernier thème sur la disruption. Je pense qu'il décrit assez bien quelque chose de ce que n'est pas la transformation numérique. On entend souvent dire que la photo numérique a tué l'argentique. Alors oui, bien évidemment. On va pas dire le contraire. Mais ce qui a surtout tué les fabricants d'appareils photo, c'est le smartphone. Et ça, c'est un autre débat.
Mais même ça, ce n'est pas une transformation, parce qu'une photo numérique, sur les smartphones, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne se fait pas avec les mêmes technologies, entre guillemets, que la photo traditionnelle qu'on va trouver chez Canon, Nikon, etc. Les fabricants de smartphones ont réussi à passer outre j'allais dire, le phénomène de mauvaise qualité et les lois de l'optique. C'est-à-dire, les lois de l'optique chez les fabricants d'appareils photo, il fallait des optiques de qualité pour avoir des photos de qualité. Et ben, sur un Huawei, un Samsung, un iPhone, aujourd'hui, vous avez des photos de super qualité avec un capteur pourri, un objectif pourri, qui est posé sur la table, qui de temps en temps est rayé, etc. Mais par des traitements lourds en informatique, on arrive à faire quelque chose de bien. C'est vrai que là, on est presque dans la transformation numérique. Mais pour autant, ça reste une représentation visuelle analogique d'un objet, hein, que ce soit sur le téléphone ou sur du papier, derrière, c'est la même chose. On ne fait que regarder une représentation visuelle d'un objet. On n'a toujours pas quelque chose qui serait encore plus fort et qui serait dû à la technologie du numérique. Pour le moment, c'est toujours des photos. On n'a pas inventé autre chose que la photo. Voilà. Puis, on a des petites vidéos, on a un Snapchat. Mais on n'a pas quelque chose de plus sophistiqué dans le grand public, hein, j'entends. Et donc ça, pour moi, c'est pareil, la transformation, elle est quand même assez limite. Alors, ce qui compte, quand même, c'est l'air du temps. Et l'air du temps, ça a quand même un effet important sur les entreprises. Il y a un risque d'exclusion qui existe à cause de l'air du temps. On ne peut pas se dire que on est dans un schéma, dans une niche, etc., et qu'on va être oublié. Parce que même s'il n'y a pas de concurrence, la disparition des clients est possible. Et ce n'est pas un problème de productivité, hein, c'est un problème de standard de société. Je vais vous donner un exemple, c'est les drives dans la grande distribution. Il a fallu, allez, 1 an pour que toutes les enseignes de la grande distribution basculent sur ce type d'activité. Et sincèrement, c'est pas un problème de productivité pour eux. Mais par contre, ça a été accepté socialement. Voilà, les gens en veulent, donc c'est un standard de la société. En fonction de l'enseigne, vous attendez forcément à avoir ça. Donc ça, c'est pour les entreprises, je pense que c'est un risque extrêmement élevé. S'il n'y a pas un accès aujourd'hui pour une entreprise qui touche, même dans le B2B, hein, qui touche des clients, j'allais dire avertis, qui sont dans un monde normal, qui sont informés un petit peu, ils vont avoir un accès. Alors cet accès numérique, il sera plus ou moins complet, c'est clair, mais il y a un minimum, quoi, ce qui est pas, qu'on ne peut pas contourner. Et quand on dit qu'en France, par exemple, il y a un tiers des PME, un tiers des entreprises qui n'ont même pas un site web, pour celle-là, sincèrement, j'ai beaucoup d'inquiétude. Parce que l'air du temps, il touche aussi à... Non seulement il touche aux clients, mais il touche aux... Il peut toucher le cœur de l'entreprise, à savoir ses salariés. Les salariés aujourd'hui, alors dans un univers où on parle de gens qui ont un vrai métier, etc., et qui sont pas à attendre qu'on leur donne un job. Hein. Mais pour cela, une entreprise qui a j'allais dire un niveau standard dans le monde du numérique, c'est un minimum. C'est-à-dire que entre une entreprise qui est complètement à la ramasse et puis qui a encore des vieux process, qui n'est pas du tout sur le web, qui n'a rien du tout, qui offre rien à ses salariés en termes de technologie, ben, il n'ira pas. Voilà. Et donc, ça va, non seulement il y a une disparition commerciale, mais il y a même une disparition des forces vives. Hein. Donc ça c'est quelque chose qui va arriver. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui démarre dans la vie aujourd'hui, une personne de 25-30 ans, qui va chercher un job, c'est vrai qu'il va se préoccuper un peu de son avenir. Alors celui qui a 60 ans, il s'en fout un peu. S'il trouve un job, ça durera ce que ça durera. Mais pour les autres, non. C'est clair que ça fait partie du package avec le reste, hein, avec le salaire, avec tout ça. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de demain. Sachant que c'est toujours un peu compliqué, parler de demain. Mais, alors surtout, bon, c'est pas, j'allais dire, c'est pas rassurant, c'est pas le terme, mais en tout cas, ce qu'il y a à faire, c'est le plus dur. Voilà. C'est le plus difficile parce que, pour le coup, vraiment, ce sont les nouvelles technologies qui arrivent. Parce que je serais quand même tenté de dire que ce qu'on a fait là depuis quelques temps, c'était pas très nouveau.
D'accord? On s'est servi, grosso modo, des choses qu'on avait déjà, on les a un petit peu mises ensemble, mais bon, c'est pas très nouveau. Hein. Quand on regarde Facebook, ça a 15 ans. Hein. C'est pas, d'accord? Donc on ne peut pas dire que c'est une révolution. Hein. Alors c'est vrai que le Facebook d'aujourd'hui, c'est pas le Facebook d'hier. Entre-temps, il a racheté tous ses concurrents, mais c'est quand même des technologies qui n'étaient pas très très différentes. Voilà. Encore une fois, on a l'Internet, on a le cloud et on a les iPhones. Donc à partir de là, on a développé les applis, c'est bon. Là maintenant, on est sur des choses beaucoup plus compliquées parce que là pour le coup, ce sont des vraies nouveautés. Il va falloir connecter tous ces IoT là, c'est compliqué. On sait qu'il y a des problèmes d'infrastructure, on n'a pas tout. L'IA, ben, on va en parler plus loin, mais l'IA et les robots évolués, ben, on voit bien que ça ne se fait pas tout seul non plus. La blockchain qui sera indispensable, on va voir dans les schémas de demain, parce que tous les systèmes d'assistance qui vont devoir être là, tous ces systèmes qui vont communiquer ensemble vont devoir avoir des preuves des transactions, avoir une fiabilité garantie, j'allais dire, et la seule garantie qu'on pourra la donner, aujourd'hui, c'est par la blockchain. Par contre, il ne faut pas se tromper de débat, dans le sens où bon, le cloud, c'est pas une fin en soi. J'entends souvent des gens qui pensent que la transformation numérique, c'est le cloud. Hein, je caricature à peine, mais c'est quand même assez violent. Hein. Alors, ceci dit, c'est relayé par les marchands de cloud, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que, voilà, une fois que vous avez transféré votre data center chez Azure, ou chez Partampion, ça y est, vous avez fait la transformation numérique. Bah non, c'est pas une fin en soi. C'est indispensable, hein, je ne dis pas le contraire. Aujourd'hui, c'est indispensable. Mais c'est pas une fin en soi. Une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fait grand-chose. Alors, la mobilité, de facto, c'est le standard. Aujourd'hui, réfléchir à la transformation numérique sans la faire par défaut dans un modèle mobile, demain, tout ce qui vient sera même intégré à l'utilisateur. On va voir, on va utiliser l'outil, etc. On va avoir des choses beaucoup plus intégrées. Mais par contre, ce n'est pas suffisant non plus. Il va falloir penser à équiper tout ce qui ne bouge pas. Et dans ce qui ne bouge pas, il y en a un paquet. Les usines, ça ne bouge pas. Les machines dans les usines, les hôpitaux, les villes, tout ça, ça ne bouge pas. Donc il va falloir, il y a des phénomènes d'infrastructure monumentaux qu'il va falloir traiter avant de pouvoir se projeter dans quelque chose qui soit vraiment au niveau de ce qu'on attend. Il ne faut pas se tromper dans le débat sur l'important de demain, mais qui était déjà l'important d'aujourd'hui. Hein. Malgré tout ce qu'on a fait au niveau marketing, etc., ce qui compte, c'est le produit qu'on a à vendre quand même. Hein. Parce qu'on peut imaginer que les gens sont idiots et qu'ils achètent n'importe quoi, c'est quand même pas tout à fait vrai. Et donc, les entreprises doivent être rentables, donc il y a des problèmes de productivité, et il y a des problèmes d'innovation produit. Et ça va être au cœur, ces deux éléments-là sont au cœur de la problématique de demain. Alors, on arrive maintenant sur de mon point de vue, une chose qui fâche un peu, c'est que cet accélérateur de changement que sont Internet et les technologies de l'information n'est pas très différent, enfin il n'est pas très différent. Pour moi, il est dans le droit fil des deux précédents, c'est-à-dire l'énergie fossile et les machines, la machine à vapeur et l'industrialisation. Tout ça repose malgré tout sur la disponibilité de l'énergie et des ressources, au sens large. Parce que on a dans j'allais dire, la problématique des systèmes informatiques, on a quand même quelque chose qui est très contrariant, c'est la faible efficience des systèmes. Et alors, en plus, c'est une faible efficience qui est double. Elle est faible par exemple, le ratio de fonctionnement des data centers. L'énergie qu'on met dans les data centers est quand même énorme en regard de l'énergie consommée par les serveurs eux-mêmes. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est Facebook qui arrive à nous mettre un data center au pôle Nord et, grosso modo, il n'en met qu'un tout petit peu plus. Mais déjà, on ne va pas mettre tous les data centers au pôle Nord, ça m'étonnerait. Et puis, deuxièmement, ce n'est qu'une partie de la faible efficience. Et l'autre, elle est pire, elle est cachée, c'est la gabegie des applications. Les applicatifs d'aujourd'hui, mais c'est incroyable. Enfin, je veux dire, ça a une consommation phénoménale en regard du résultat obtenu. Alors, je ne vais pas faire l'ancien combattant, mais si vous regardez ce qui se faisait il y a 30 ans, un tableur il y a 30 ans, et puis un Excel d'aujourd'hui, alors ça ne fait pas la même chose au sens
effectivement, c'est plus joli, il y a des couleurs, vous pouvez faire plein de choses avec dans la présentation. Mais pour autant, les formules de calcul, c'est les mêmes, il n'y en a pas plus. Et donc, on se dit, bah, on a consommé 30 ans de processeurs de chez Intel pour arriver à un résultat qui finalement est très voisin. Moi, quand je discute de temps en temps avec les contrôleurs de gestion, ben, je vais vous dire, le contrôleur de gestion d'il y a 10 ans puis celui d'aujourd'hui, s'il a toujours Excel, il fait la même chose. Voilà, il n'en fait vraiment pas plus. C'est plus beau, mais les couleurs, il a des graphiques. Et c'est tout, hein, mais il n'analyse pas plus. Même avec des data centers au pôle Nord, on poursuit la croissance exponentielle des besoins en matières premières et en énergie. Et ça, pour une raison simple, c'est que la dématérialisation n'est qu'apparente. Quand on parle de dématérialiser, c'est quand même un truc qui est un abus de langage phénoménal, parce que chaque octet d'information qui est nécessaire à la dématérialisation, ce qu'on appelle la dématérialisation, eh ben, il est constitué par de la matière dans des serveurs physiques, il y a des serveurs physiques qui font fonctionner, et puis surtout, ben, quand je dis les serveurs physiques, les réseaux pour le trimballer, etc., hein, et puis surtout, ça survit en tant qu'information dans ce serveur, et puis son utilisation au travers des réseaux et sur votre poste de travail, tout ça n'est garanti que par une énergie abondante et sans faille. On ne peut pas avoir quelque chose qui est dématérialisé et puis qui ne consomme rien. Il est dématérialisé et il consomme de la matière d'une façon ou d'une autre. On peut aussi se poser la question sur l'utilité de ces énormes data centers. Sincèrement, quand je parle de l'utilité, je parle des sujets qu'on a abordés tout à l'heure, hein, sur la transformation des entreprises, notamment des entreprises industrielles. On voit bien l'illusion de la conception des produits au travers des réseaux sociaux, c'est tombé, ça y est. On sait que ça ne se fait pas, ça. C'est un truc. Il y a 2-3 idées qui remontent comme ça. Mais les grandes innovations du futur, elles seront toujours dans des laboratoires, des centres de recherche. Et ceux qui feront les applications industrielles, ça sera les ingénieurs. Voilà, on ne va pas avoir dans les réseaux sociaux les gens qui vont faire fonctionner les usines. C'est pas vrai. Donc ça, c'est vraiment tout ça constitue des espillages phénoménaux. Qui vont amener quand même une grosse question, bah c'est l'explosion de ces besoins, et du coup, comment on va les fournir parce que tout augmente, et d'une manière quand même phénoménale. Je vous ai donné un petit peu ici bon, les besoins d'Internet, hein, les besoins d'Internet au sens large, hein, c'est les tuyaux, les serveurs, etc. On est passé en 2005, c'était 0,8% de la consommation électrique mondiale, on va être d'ici 10 ans à 20%. Aujourd'hui, on doit être à 10%. Et ça se répartit, grosso modo, oui, c'est presque un tiers, un tiers, un tiers. Quoi. Quand vous regardez un data center de Facebook, c'est une ville de 300 000 habitants en consommation électrique. Toutes les technologies qu'on fait, au fur et à mesure, on ne fait jamais moins. Hein. La 4G, c'est 23 fois plus que le Wi-Fi en consommation électrique. La vidéo, en 2020, c'est demain, hein, c'est dans 30 jours. Hein. 80% du trafic du web, c'est le streaming vidéo, c'est Netflix, etc. YouTube, enfin voilà. Donc on se dit, mais... Et là, il y a des gens qui disent, mais non, la vidéo, c'est le support de demain. Je veux dire que ça ne sert plus à rien d'écrire. Écrire un octet, franchement, hein, vous écrivez 3 ou 4 caractères, vous avez 3 ou 4 octets, c'est fini. Si vous voulez faire la même chose avec une vidéo, vous allez effectivement multiplier par 50, 100. Et quand on dit que les data centers aujourd'hui marchent avec l'énergie renouvelable, je vous rappelle un truc, l'énergie renouvelable, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. On ne recycle pas le lithium, on ne recycle pas les autres matériaux qu'on trouve dans les panneaux solaires, les éoliennes, etc. Donc on consomme une matière. On n'est pas un arbre qui produit des feuilles, pardon. Ces feuilles tombent, réalimentent le cycle de l'arbre, etc. C'est pas du tout comme ça. On va consommer, même pour les énergies renouvelables, on consomme des choses qui sont phénoménales. Donc je ne vous dis pas ça parce que je suis branché écolo et que ça me traumatise, hein, ça pourrait être le cas, mais ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'il y a quand même un problème à régler. C'est aujourd'hui, tout ça, ça ne peut pas marcher. Et il y a une autre illustration de ça, je pense que tout le monde se connaît Watson, le fameux Watson d'Ibert, quand il y a quelques années de ça, depuis je pense que ça s'est amélioré, hein, mais il y a quelques années de ça, enfin quand je dis que ça s'est amélioré, pas le cerveau humain, ça va. Le cerveau humain, ça consomme 20 watts. Alors même si on lui rajoute le reste du corps, hein, parce que ça consomme un petit peu aussi, on est à quelques centaines de watts. Watson, c'était 200 kW, c'était 90 serveurs avec des processeurs power.
Et ça, c'était pour battre un mec au Jeopardy. Alors, Watson fait d'autres choses. Mais si on veut généraliser Watson, par exemple, dans le domaine de la santé, parce que c'est un des secteurs qui est adressé par l'ensemble des acteurs de l'IA aujourd'hui. C'est-à-dire dans le domaine de la santé, il y a des choses à faire, etc. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il va falloir combien de Watson? Et donc combien de centrales nucléaires? Parce que, à aujourd'hui, l'efficience de ces systèmes est tellement faible que ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est un truc, tout simplement, ça ne peut pas se généraliser. Et donc, à aujourd'hui, les standards, les standards technologiques, les bases technologiques de l'IA, ça ne permet pas d'aller très très loin. Voilà. Ça permet d'aller très très loin, j'allais dire, en recherche, mais en application, je ne vois pas trop comment on va y aller. Alors, pour finir, par contre, il y a des choses où on peut se dire que oui, la technologie, ça va continuer à progresser. Alors, heureusement, parce que je pense qu'il va y avoir des besoins renforcés. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont induire du changement et des besoins d'adaptation des organisations, des sociétés, des entreprises, etc. On va avoir des choses quand même qui sont très impactantes dans les années qui viennent, elles sont déjà là. Hein. C'est l'augmentation de la population, il va se poursuivre. Le développement massif des villes, ça c'est un truc, là, on est en plein dedans, avec ce que ça produit comme besoin. Hein. Et puis le changement climatique qui va venir impacter tout ça. Et tout ça, ça a besoin de technologies de soutien à l'innovation. On ne peut pas se dire que l'innovation va rester cantonnée au mode de fonctionnement actuel. On va avoir besoin de renforcer. Alors c'est un peu contradictoire avec ce que je vous ai tout à l'heure, mais ça ne l'est pas. Hein. C'est ce que je veux vous dire, c'est qu'on va avoir besoin de soutien à l'innovation. Le soutien à l'innovation, il sera possible par l'IA, mais il faut que l'IA s'améliore, sinon ça ne peut pas aller. Et donc, pour moi, l'enjeu principal de tout ce monde de la technologie, c'est vraiment la maîtrise des ressources énergétiques et des matières premières. Je crois que s'ils n'arrivent pas à régler ça, sincèrement, ça va être un peu compliqué. Or, malheureusement, même si ce n'est pas leur souci premier, on sent que c'est quand même quelque chose qui est présent et les réponses sont encore timides et inadaptées. Mais bon, je pense que c'est le sujet essentiel de demain. Voilà. Je vous remercie beaucoup et puis j'espère vous retrouver une prochaine fois pour un autre sujet tout aussi passionnant que la transformation numérique. Bonne soirée à tous.